maire, monsieur le directeur des affaires culturelles, DRAC, c'est comme ça qu'on dit, je crois, mesdames et messieurs les élus, chers amis. C'est avec beaucoup de plaisir, d'admiration et de gratitude que je viens saluer aujourd'hui, à l'occasion de son 10e anniversaire, la place qu'accorde l'espace André Chédid à la philosophie depuis sa création. Si nous prenions le temps d'en retracer l'histoire, nous pourrions y lire au fil des années des thèmes de réflexion retenus, des philosophes et des œuvres convoquées, les marques de fidélité d'un engagement continu, aussi rare qu'il est nécessaire, au service de l'étonnement, du doute, de la critique et de l'inquiétude, de l'émerveillement aussi, qui sont les façons d'habiter le monde et de vivre avec les autres, humains et non humains, qui se nourrissent de son écoute et de sa pratique. Faire du questionnement de l'existence, tel que la philosophie en ferait les voies multiples, une dimension de cet espace, mais peut-être aussi de l'accueil et du soin, au même titre que la poésie, la littérature, la musique, le cinéma, qui le font autrement, relève d'une conviction. Celle qui n'est pas d'œuvre, pas de voie même les plus ardues de la philosophie, qui ne puisse être offerte en partage à ceux qui le demandent, pourvu qu'elle dispose de quelque intercesseur. En d'autres termes, que le besoin de philosophie fait partie du besoin de culture, qu'il est un besoin de l'existence auquel répond un centre comme l'espace André Chédid. Pour avoir plusieurs fois participé à cette aventure, je peux témoigner de l'enthousiasme avec lequel ces animateurs se sont attachés à donner corps après année à cette intercession au gré de leur programme. Impossible ici de citer tous les philosophes qui en auront fait l'objet, Platon, Aristote, Descartes, Kant, Nietzsche, Heidegger, Sartre, Lévinas et tant d'autres. Qu'est-ce que la philosophie quand on la regarde de l'extérieur ? Trois choses en vérité. Des noms d'auteurs intimidants, comme ceux que je viens de citer. Des œuvres qui apparaissent comme autant de massifs impossibles à gravir. Des concepts, enfin. Ces mots de la philosophie qui semblent appartenir à une langue technique inaccessible et pour cette raison même obscure. Il faut donc le reconnaître, ces noms propres, ces titres qui frappent l'imagination, les méditations métaphysiques, la critique de la raison pure, la phénoménologie de l'esprit, la phénoménologie de la perception, leur table des matières, les concepts qui en dessinent l'architecture ont vite fait de donner à la philosophie des allures de forteresse imprenable. Combien de mes amis m'auront dit au fil des ans, ce n'est pas pour moi. Je ne veux même pas essayer, je n'y comprendrai rien. À quoi sert-elle ta philosophie? Que cherche-t-elle au fait? Il en a toujours été ainsi, et ce n'est pas le moindre de ces paradoxes que l'image qu'on se fait d'elle, la philosophie, qu'on moque parfois, comme on imagine les philosophes perdus dans leurs nuages, un peu hors sol. Car ce n'est pas l'obscurité que recherche la philosophie. Ce n'est pas l'obscurité qu'elle cultive, mais la clarté qu'elle guette. Ce n'est pas l'égarement de ses lecteurs et de ses auditeurs qui fait sa vocation, mais le réveil critique, une autre façon d'appréhender ce tissu de relations dont est faite toute existence, dans le temps et dans l'espace, tous ces liens qui nous rattachent à des vivants et à des morts, notre interdépendance même. Et ce qu'il faut souligner alors, c'est en quoi consiste cette culture, la culture philosophique, donc, qu'aura si bien servi l'espace André Chédid. Elle est avant toute chose une culture de la pluralité des voies. Non pas des opinions, mais des chemins empruntés, des méthodes explorées pour rechercher la vérité. Devenir philosophe, c'est apprendre à écouter et entendre plus d'une voix, à les confronter, à les éprouver mutuellement et ne se plier aveuglément à aucune. Aussi attaché qu'on puisse être à l'une d'entre elles, autant qu'on puisse se reconnaître dans sa façon de questionner, dans les concepts qu'elle se donne pour penser le monde, il y a deux choses avec lesquelles la voix des philosophes ne saurait se confondre sous peine de se perdre.
l'expression d'un commandement impérieux qui ne souffre aucune discussion et aucune contestation, et celle d'une parole sacrée qui appelle la dévotion. Le fil qui la sépare d'elle est souvent ténu, la frontière poreuse, mais c'est ce qui la distingue de l'idéologie et du dogme, et nous avons besoin aujourd'hui plus que jamais d'apprendre la distinction entre la philosophie et l'idéologie et le dogme. C'est aussi ce qui en fait un rempart contre le fanatisme et le dogmatisme dont nous avons aussi besoin aujourd'hui, et toutes les formes d'obscurantisme qui en sont le nouveau support. Et il est vrai que de tout temps, les philosophes, au péril parfois de leur vie, se seront exposés aux préjugés, à la précipitation des jugements, qu'ils auront traqué la bêtise, le mensonge et la servitude qui font le lit de l'ignorance et nourrissent nos consentements à la violence. Voilà pourquoi la philosophie n'est une culture de la pluralité que dans la mesure où elle s'impose dans un temps précipité, enclin aux réponses à l'emporte-pièce, aux procurations expéditives, comme le temps opposé d'une patience critique, un temps luxueux, suspendu, arrêté, qui n'ignore rien pourtant des urgences du monde. Chaque fois que je suis venu à l'espace André Chédid, 4 ou 5 fois je pense, c'est le partage d'un tel temps que je me suis vu offert par le public. Tout d'abord qui répondait présent, même les soirs de matchs de football, par les équipes, et aussi du match de rugby d'ailleurs, que je me suis vu offert. Donc c'est ce temps, c'est le partage d'un tel temps que je me suis vu offert par le public, tout d'abord, qui répondait présent, même les soirs de match, par les équipes du centre ensuite, que je ne remercierai jamais assez, sans l'invitation desquelles rien n'aurait été possible, à commencer par son directeur, Bruno Jarry, que je veux ici sincèrement remercier de l'occasion qu'il m'aura donnée d'un tel partage. Et je sais qu'il en a été de même pour ceux de mes collègues et amis qui ont vécu cette même expérience. S'il est vrai maintenant que la philosophie est cette école critique de la patience, qui sait intimement du langage qu'il est aussi bien un poison qu'un remède, une source d'aveuglement, de tromperie, de mensonge, qu'un instrument de vérité et d'émancipation, une arme pour en déjouer les ruses et éviter les pièges, comment imaginer une seconde que cet instrument et cette arme pourraient être réservés à un petit cénacle de professeurs et d'étudiants, alors que nos vies sont si communément désorientées, inquiétées par les épreuves qui s'annoncent, que vous avez rappelé, monsieur le maire, tout à l'heure, le spectre de la guerre, de la misère, de la tyrannie peut-être un jour, qui n'ont pas disparu. N'est-ce pas au contraire l'inverse qu'il importe de reconnaître, à savoir que dans la désorientation, le besoin de philosophie est général, transversal, quand bien même celui qui l'éprouve n'aurait pas de mots pour le décrire. Il n'y a rien ici de convenu. Le besoin de philosophie est général aussi sûrement que les forces qui entretiennent le mensonge et la servitude s'appliquent sur tous. Nous avons besoin de la philosophie à mesure que nous sommes exposés à leur violence. Nous avons besoin d'espace, de soins, de culture, comme l'espace André Chédid, d'accueil, pour donner quelque chance, aussi faible soit-elle, à la raison, aux lumières dont nous portons l'héritage, de résister aux coups de boutoir des passions négatives, la peur, le ressentiment, la haine, parce qu'elles fracturent la société et parce qu'elles n'ont jamais apporté au peuple qu'elles dominent autre chose qu'un surcroît de malheur et de misère.